Bonjour Christophe. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous réserver un petit moment pour nous présenter ton... Alors moi je disais ton terrain de jeu, mais je pense que tu dis la même chose. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse bien sûr présenter quelque chose qui se consomme, qui pourrait peut-être soigner. Et après, je te poserai quelques questions parce que c'est vrai que je regarde ta chaîne depuis pas mal de temps. Et c'était même, j'ai regardé ta chaîne avant de créer la mienne. Donc j'ai quelques questions que je te poserai sûrement spontanément. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Christophe Deaudy, donc j'ai fondé Le Chemin de la Nature, qui est une petite entreprise où on propose des formations en ligne, des formations sur le terrain, notamment ici au Bois de Vincennes, pour apprendre à reconnaître, cueillir, cuisiner et se soigner avec les plantes sauvages, mais aussi les champignons. Donc on fait ça toute l'année sur le terrain. Et puis on a aussi beaucoup de contenu en accès libre sur la chaîne YouTube, le site internet Le Chemin de la Nature, des articles, des vidéos, plus de 450 vidéos sur la chaîne YouTube. 450? Ah ouais, t'as bossé plus que moi quand même. J'avais une question, c'est pas plus simple d'abord d'apprendre les plantes qui sont dangereuses parce qu'il y a moins de plantes dangereuses ou toxiques que l'inverse? C'est une question qui revient souvent, mais il y a quand même environ 300 plantes toxiques et elles se trouvent en France métropolitaine et elles se trouvent un peu partout. Donc avant de connaître 300 plantes à tous les stades en plus, dans toute la France, il faut à la fois explorer toute la France d'une, et de deux, il faut avoir des solides bases et de solides connaissances en botanique, donc non. Il ne faut pas d'abord apprendre les plantes toxiques puis les plantes comestibles. Ce que je recommande, c'est plutôt d'y aller petit à petit et d'être sûr à chaque fois d'avoir bien identifié la plante avant de la cueillir pour la consommer. Commencer par des plantes simples, l'ortie, si tu mets la main ça pique, le plantain, le pissenlit qui n'est pas si simple mais bon ça va, la pâquerette, la marguerite, voilà par exemple des plantes simples, le tilleul, etc. Grâce à ça, normalement il n'y a pas trop de danger, il faut y aller petit à petit, Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'espèces de plantes comestibles avec des usages, comestibles et ou médicinales. Il y en a plus de 1000 en France métropolitaine. Et 300 toxiques, donc il faut faire attention. Plus de 1000 avec des usages, 300 avec une toxicité, et parmi ces 300, il y en a une grosse cinquantaine très toxiques, genre mortelles. Ah oui, genre une petite quantité, tu meurs. Genre, c'est laquelle, celle aussi où on peut se blesser juste en la touchant, elle fait des cloques et tout? Ah oui, la berce du Caucase, ouais. Par exemple, mais tu as aussi le panais sauvage, même le panais cultivé, si tu te mets du sucre, du jus, de feuilles ou de tiges de panais sur la peau, ça te fait pareil que la berce du Caucase. Ah oui, je savais pas ça. Et le forbe aussi, il me semble. C'est un peu différent, ça ne sera pas de berce du Caucase et panais, on parle de phototoxicité. Donc c'est vraiment à la lumière qui a fait des réactions de brûlure, à la lumière, alors que le forbe c'est plutôt corrosif. C'est pas la même chose. T'as eu des mauvaises expériences des fois, justement, en te trompant ou vu que... Non, t'as bien révisé. Non, j'ai eu de la chance. T'as eu de la chance. On se trompe qu'une fois en général. C'est ça. Et je voulais dire quand même que parmi, c'est plus de 1000 espèces de plantes, 300 espèces toxiques, c'est parmi environ 8000 espèces de plantes. D'accord. En France métropolitaine. On peut trouver à peu près 8000 espèces différentes en France métropolitaine. Ah voilà, j'imaginais pas autant. Mais c'est pas tant que ça quand tu regardes la taille de la France. Par exemple, la berce du Caucase, ici, tu en as déjà trouvé? Il y en a, oui. Ah, il y en a? Ah ouais, donc on peut se faire avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu nous présentes 2-3 trucs? Ouais, on va avoir des petites plantes. Bon, vu qu'on est là et qu'il y a du tilleul, comme vous voyez, bientôt en fleurs. Là, on est au mois de mai. D'ici 3 semaines, ça va commencer à éclore et c'est avec ça qu'on fait les fameuses infusions. Mais on peut faire aussi des bonnes choses à manger, faire des limonades, faire des pétillants, comme on fait des pétillants de sureau, faire des pétillants de tilleul. On peut aromatiser des crèmes dessert. On peut en mettre dans la salade, on peut les mettre directement dans la bouche et puis mâcher. On dit qu'on prend la bractée, quand on prend les fleurs, on prend la bractée avec. D'ailleurs, les infusions en herboristerie sont souvent appelées tilleul bractée. Ça, c'est une bractée. Une bractée, c'est une sorte d'appendice qui ressemble souvent à une sorte de feuille, à la base d'une inflorescence. Inflorescence, c'est un ensemble de fleurs. Donc là, il va y avoir plusieurs fleurs. Il y a une sorte de feuille à la base, donc ça s'appelle une bractée, c'est comme ça. Et tu le cueilles à quel moment? Là, c'est bon? Non, ça sera d'ici 3 semaines, quand ça sera en fleurs, quand ça va éclore. Là, c'est en bouton. Donc ces petites boules là sont des boutons floraux. Ensuite, ça va être en fleurs. Et ensuite, la fleur va être fécondée. Et ça va se transformer en fruits. Il y en a qui confondent parfois les boutons floraux avec les fruits, des jeunes fruits, juste après fécondation. La différence, c'est que les jeunes fruits, il va y avoir un petit reste de l'organe
l'organe femelle, hein, le pistil, une petite sorte de petite tige au bout. Là, il n'y a pas de petite tige, il y a une petite boule. Donc voilà, c'est un moyen de ne pas se tromper. Donc comme je disais, on peut manger ça, hein, déjà à ce stade, en bouton. Quand ils sont un peu plus gros, les boutons, on peut même les faire comme des capres. On peut manger les feuilles. Ça a même été utilisé pendant la guerre, hein, pour augmenter les rations alimentaires, hein, pour on va dire, les rendre plus nutritives. Et dis-moi, c'est les jeunes feuilles, il paraît que celles qui ont un certain âge, elles sont âpres, enfin elles sont moins bonnes. Non, bah, ça dépend des espèces de tilleuls. Il y a des tilleuls avec une légère amertume, notamment le tilleul à grande feuille. Tous les tilleuls se mangent, mais on va dire qu'il y en a des meilleurs que d'autres. J'aime beaucoup le tilleul à petite feuille, moi. C'est celui-là ? Oui, l'hybride aussi il peut être intéressant. En gros, si vous avez des petites touffes de poils roussâtres sous les feuilles, c'est bon signe. Hein, dès que vous voyez des poils roux sur une feuille d'arbre ou sur un être humain, c'est que c'est délicieux. Abonne-toi. C'est énorme. On peut manger les feuilles aussi. Et dis-moi, Christophe, par rapport à ça, je te vois manger directement, il n'y a pas de problème avec la pollution C'est une bonne question, j'allais en parler. Bon, là c'est le début du printemps, ce qui fait qu'elles n'ont pas trop eu le temps d'être polluées. Et quand même, je les ai un petit peu essuyées. Il faut savoir que là, elles sont collantes à cause du miella des pucerons. Le miella des pucerons, en gros, c'est du caca de puceron, hein, mais c'est du sucre. Donc ils se nourrissent de sève, et puis l'excédent, ça ressort, et ça donne le miella. Le miel de miella, vous savez ce que c'est? C'est du vomi d'abeille fait à partir de caca de puceron. C'est beau la nature. Parce que le miel, c'est du vomi d'abeille. Mais ça doit être bon. Bah oui, c'est bon. Pour la santé. C'est du sucre. Hein. Donc le truc, s'il y a du sucre sur les feuilles, c'est que ça peut éventuellement, c'est collant, donc ça peut éventuellement accrocher des poussières, etc. Ça peut aussi potentiellement approcher de la pollution. Et puis ça peut donner de la nourriture éventuellement à des champignons. Donc si vous voyez que les feuilles deviennent noires, c'est qu'il y a probablement des champignons. Là c'est le tout début de la saison, donc ça va encore. Donc là j'ai que le sucre. Je ne sais pas si on va voir, mais c'est un peu... Voilà, là on voit que c'est collant, vous voyez. C'est le miella. Ouais, on le voit. Donc voilà, j'enlève un peu la poussière et puis je le mange, c'est plus sucré. Tu cuisines un petit peu ou tu préfères vraiment avoir le goût originel, si on peut dire? Les deux, mon capitaine. J'aime bien cuisiner, mais j'aime bien aussi manger directement sur place. Moi, je m'appelle grignoteur professionnel. Grignoteur professionnel. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je mange des plantes sauvages en pleine nature. C'est beau ça. Ça, c'est pas mal. Et sur le... Tu parles de ce que je vois sur les vidéos partagées, tout ce qui est écorce et tout. Ciboulot, il me semble que tu en avais déjà parlé pour la consommation en aspirine ou quelque chose comme ça. Oui, alors en médicinal, il y a plusieurs arbres dont on peut utiliser l'écorce. D'ailleurs, le tilleul en fait partie. L'écorce, on parle de l'aubier de tilleul, je ne sais pas si vous connaissez, c'est utilisé comme drainant notamment et pour les spasmes. C'est des petits morceaux de bois que c'est vendu en arboristerie. L'aubier, c'est la partie de l'écorce dans laquelle circulent les sèves. Donc ceux qui cultivent des tilleuls, ça arrive qu'ils les coupent carrément et qu'ils prennent l'aubier partout. Nous, on n'a pas le droit de faire ça, surtout au bois de Vincennes ou dans les endroits qui ne nous appartiennent pas. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est passer après les tempêtes. Je conseille pour toutes les écorces, de toute façon, et puis même pour la cueillette en général, dès qu'il y a une tempête, notez, il y a des branches qui tombent, et sur ces branches, il peut y avoir des feuilles, il peut y avoir des fleurs, il peut y avoir des fruits, et l'écorce. Et l'écorce des arbres peut être récoltée, récupérée à n'importe quelle période de l'année. Et oui, bien sûr, après les tempêtes, c'est toléré, quoi. On peut largement en prendre. Et puis pour le tilleul, on prendrait par exemple des branches comme ça, et on écorcerait à peu près ça, pour avoir l'aubier. Ouais. Si c'est des petites branches comme ça de l'année, on prend tout. Ça se mange ça? Alors non, c'est vraiment pour l'aspect médicinal, l'aubier du tilleul. Donc soit on prend la totalité quand c'est des jeunes rameaux, soit on écorce quand c'est un peu plus épais comme ça. On prend un couteau et voilà. Moi j'enlève les lichens parce qu'il peut y avoir des lichens un peu toxiques, notamment des lichens jaunes. Donc voilà, quand on utilise des écorces, on enlève quand même le lichen aussi. Ah mais c'est marrant parce que c'est une question que je me demandais si le lichen, des fois on dit qu'il faut le brosser sur un arbre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu qui conseille. Bon, ça, on l'a. Non, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous donner, quand c'est pas en feuilles et en fleurs, est-ce que tu peux nous donner des clés de reconnaissance sur le tronc ou je sais pas du tilleul? C'est pas si facile, mais déjà, en effet, l'écorce, on dit qu'elle est crevassée. Crevassée. Voilà, ça c'est des crevasses. Un peu moins profondément par exemple que l'écorce de chêne.
Et c'est un peu plus plat, l'écorce de chêne, ça va finir vraiment en pointe. Mhm. Voilà, écorce crevassée et surtout, je ne sais pas si vous voyez là, si on peut voir, J'en ai un. eh ben, on voit que les branches, Ah, elle tombe. elles sont un peu retombantes, recourbées. Recourbée, ouais. Attends, Et je vais là zoomer. Je vais essayer de zoomer. Il faudrait plutôt faire l'inverse, dézoomer je dirais. Dézoomer. Voilà, Hop là. là on voit les branches Génial. recourbées. Et ouais. Et ça, c'est Ça, c'est vraiment une vraie typique. tendance. Ouais, c'est une vraie tendance du tilleul. Donc, de loin, on peut le reconnaître, mais surtout, ce qui va vous permettre d'être vraiment sûr, c'est les restes de cette bractée et des fruits séchés. Il y en a quasiment toujours. Hein. Même là, voilà. Même là, tu vois, j'en vois. C'est-à-dire, ok. Ça. Donc là, on a, bon là, les cassés, mais on a le reste de la bractée séchée. Et au lieu que ce soit les boutons floraux, c'est les fruits qui ont séché. Les fruits secs de tilleul. Ça se consomme, ça, par hasard? Alors pour cette espèce, la graine est très 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 petite, mais oui, des espèces de tilleul qui ont des fruits un peu plus gros, un petit coup de dent comme ça, à l'intérieur il y a 1 ou 2 graines et c'est un petit goût d'amande, noisette, sympa. Et ça a la même composition, donc c'est calorique. Et quand on a bien le coup de dent, on peut en manger pas mal. Hein. Ah, c'est énorme. Donc grâce à ça, c'est assez simple. Sinon, les feuilles sont en cœur. D'ailleurs, c'est Tilia cordata, un petit cœur. Cordata. Excellent. Voilà, on aime le tilleul. Donc la feuille est en cœur, on aime le tilleul. Et quand même un petit mot, il faut le savoir, les arbres, c'est quand même incroyable. Parce que regardez, on a des quantités industrielles là de feuilles pour faire des soupes, des pestos, des salades, des tisanes, manger les graines. Et ça prend 1 mètre carré au sol. Voilà, le tronc, il prend 1 mètre carré au sol. Alors que pour avoir cette quantité de ce que je viens de citer, directement au sol, un étage, il faudrait, je sais pas moi, 100 mètres carrés. Donc c'est vraiment, vraiment très productif, très, très productif. Donc très bon pour l'environnement aussi, c'est local, le tilleul, c'est vraiment un arbre hyper généreux. Et bien sûr, pour atteindre tout ce qu'il y a là-haut, il faut soit savoir grimper aux arbres, ça c'est pour une prochaine vidéo, Ah ouais. Ça, je le filme là. soit il faut une échelle. Et ouais. Mais c'est bien, ça en laisse aussi pour d'autres. Oui, c'est vrai que souvent on parle dans la cueillette éthique de en laisser beaucoup pour les animaux, les insectes, etc. L'avantage avec les arbres, c'est qu'en effet, vu qu'on n'a que ce qui est accessible à hauteur d'homme, 95% c'est pour les animaux. Quoi. Ou alors on grimpe. Et là, c'est bien mérité. Ou alors on grimpe. Ah ouais, c'est énorme. Et quoi qu'il arrive, on n'aura pas accès à tout. Quoi. Justement, est-ce que on va trop loin si je te demande, ça apporte quoi, par exemple, les feuilles sur les besoins des humains, ça apporte quoi? C'est comme une salade, c'est quoi? Alors ça apporte plus encore, c'est plus nutritif encore que une laitue par exemple. Voilà, on a trouvé l'info qu'il y a environ 10% de protéines de son poids sec. Donc c'est déjà pas mal, c'était aussi pour ça que ça avait été mis dans les farines pendant la guerre. Il y a des minéraux, il y a des vitamines, voilà. Et puis l'avantage, c'est que pour le tilleul en tous les cas, c'est que c'est riche en mucilage et très peu fibreux. Donc la fibre est pas dure, ce qui fait que c'est bien toléré, on peut en manger d'assez grosses quantités. Et ça, quand on mange, en fait, ça fond dans la bouche. Ça, c'est dû au fait qu'il y a des mucilages dedans. Le mucilage, c'est une sorte de sucre complexe qui, au contact de l'eau, de la salive, forme comme un gel. C'est comme les graines de chia, Ouais, de chia, ou les graines de psyllium, de lin, tout ça. Et ça va aussi, donc, grâce à ça, adoucir les muqueuses, pour les gorges irritées, les petites irritations, ou même au niveau digestif. Ce qui fait que c'est bien toléré et on peut y aller en quantité. Quoi. Donc c'est vraiment l'arbre, je pense que c'est la plante que je mange verte, que je mange de base, on va dire, que je mange en plus grande quantité. J'en ai un sur mon terrain. C'est une chance quand on a un sur ton terrain déjà. Dis-moi une question, le fait de manger sauvage, on doit faire le retour d'expérience assez souvent, vu qu'on est habitué à manger des choses transformées, des choses sans nutriments, pauvres. Quand on mange quelque chose d'aussi riche, ça fait mal au bide, non? Non, mais justement, je disais que le tilleul ne fait pas partie des plantes très concentrées, par exemple en molécules un petit peu dont on n'est pas habitué, ou en fibres. Ce qui fait que le tilleul est en général bien toléré. En effet, il y a d'autres plantes qui sont un peu plus concentrées, un peu plus costauds. Genre quoi pour que les gens... On les verra après, mais je sais pas. Il y a des plantes, que ce soit en termes de fibres. Moi, je dis souvent, pour savoir si c'est trop fibreux, tu prends la plante, tu fais ça. N'importe quelle plante, Voilà, là je prends une plante au pif, voilà, je fais ça, j'arrive pas à la casser.
c'est que c'est trop fibreux là pour manger cru tout de suite. Là, hop, je l'ai réussi à casser. Ça, je peux le manger. Excellent. Excellent. C'est une des façons de savoir si c'est trop fibreux ou non. Et puis après, les goûts, plus les goûts sont forts, plus il faut y aller avec modération. Quand tu dis fort, c'est âpre plutôt. Il y a plein de forces possibles, hein. Ça peut être âpre, ça peut être acre, c'est-à-dire que ça irrite un peu. Ça peut être amer, ça peut être juste très aromatique. On ne serait pas spontanément, enfin je sais pas vous, mais une grosse salade de basilic. Parce que le basilic, c'est une plante aromatique, c'est fort. Mais c'est pareil dans la nature, c'est une plante très puissante, très aromatique, qui contient des essences. Il ne faut pas en manger de trop grosses quantités parce que c'est concentré, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je te demandais ça parce que quand les gens ils font des formations, ils doivent se faire des ventres, comme tu dis, ils vont cueillir. Je pense que quand même quand tu n'es pas prêt… Oui, mais c'est un bon conseil, hein, je le dis souvent, il faut y aller petit à petit. À la fois dans le nombre d'espèces qu'on cueille parce qu'il faut être sûr de soi, mais aussi dans les quantités qu'on cueille parce qu'il ne faut pas gâcher d'une. Juste prendre ce qu'on est sûr qu'on va manger. Et quand on cueille une plante pour la première fois qu'on n'a jamais mangé, on ne sait pas si on va aimer, on ne sait pas si on va réussir à bien la cuisiner, on sait rien. Donc on en prend des petites quantités pour tester. Et puis quand on est sûr de soi, on peut même goûter sur place, ça donne déjà des informations sur est-ce qu'elle va nous plaire ou non, est-ce que je vais plutôt la cuire, est-ce que je vais plutôt la faire crue. Et puis de ne pas en effet dès le début manger des grosses quantités régulièrement parce que l'organisme n'est pas habitué. Surtout si on est du genre à manger que des pâtes ou des pizzas. Là, il y a moyen que le transit soit bien accéléré Et, ouais, ça doit être, et qu'on s'envole. Dis-moi, quand je regardais tes vidéos, je vois ta passion. T'es né dans la campagne, t'es né dans la nature. C'est parti de quoi à la base, cet amour? Ma mère était en lisière de la forêt de Fosse-Repose, une belle forêt qui est pas loin de Versailles. Okay. Et on était aussi pas loin du parc de Saint-Cloud, connu des Franciliens de région parisienne pour sa richesse en ail des ours. C'est l'abondance là-bas. Ah ouais, je le dis tout le temps. Je le dis en vidéo, incroyable. Non mais c'est vraiment la plante la plus abondante de ce parc. Elle est invasive, il y en a partout, partout, partout. Et ça fait des années qu'on en cueille et ça continue à proliférer, c'est impressionnant. Donc n'hésitez pas, si vous habitez dans le coin, à aller faire quelques cueillettes d'ail des ours quand ce sera la saison, au mois d'avril plutôt. Tu sais qu'on était voisins, j'étais à Saint-Germain-en-Laye. Donc t'étais pas loin. C'est vers la vallée de Chevreuse alors où t'étais? Alors non, plutôt 92, ville d'Avray. Côté Meudon et tout? C'est ça. Ok, je vois. Et puis mon père, lui, il était dans la vallée de Chevreuse, justement, pas très loin de Rambouillet. Ouais. Et voilà, une petite ferme très sympa, avec du terrain, en lisière de forêt aussi. Ce qui fait que voilà, depuis que je suis tout petit, je vais aux champignons, quelques champignons. Hein. Maintenant, j'ai découvert avec le temps qu'il y avait plus de 400 espèces de champignons comestibles, sauvages en France. Métropolitaine. Ouais. 400. En France, plus de 400 espèces de champignons comestibles. Et voilà, ceux qu'on connaît, généralement, c'est voilà, une quinzaine, grand max. En tout cas, ceux qui sont vendus sur les marchés, c'est autour d'une quinzaine. Et on peut en ajouter donc 375, ouais, 380. Mais ça demande du temps, c'est comme pour les plantes, hein. Il faut y aller petit à petit. Et je trouve ça passionnant. Donc on fait aussi des balades, hein. On propose des balades sur les plantes, des ateliers, des stages, mais aussi sur les champignons. Et ça, c'est en général à partir du mois d'octobre. Et on a aussi des formations en ligne sur les champignons et sur les plantes. Donc une grande formation sur les plantes, formation du cueilleur et une autre sur les champignons. Ça oui, je ne savais pas par contre que ça allait jusqu'aux champignons. Je sais que tu en avais déjà présenté en vidéo, mais je ne savais pas. Ah, oui, c'est vrai qu'on a fait pas mal de vidéos aussi sur les champignons. Là-dessus. Mais il y a des précautions pourquoi je disais folles, ça. Non, pour les champignons. Il y a des précautions folles. Je disais ça parce que voilà, mon père, on parle dans tous les sens. Mais non, mais oui, donc je cueillais déjà les champignons avec mon père. Il m'avait déjà appris quelques plantes, hein, le trèfle, le pissenlit, le plantain, des petits classiques quoi. J'en allais aux noix, aux noisettes. Il y avait aussi des arbres fruitiers, des prunes sauvages, le prunelier, etc. Donc le cynorhodon, bien sûr, de l'églantier. D'ailleurs, on peut en parler, il y en a juste là. Tu veux qu'on le présente? Allez. Vas-y, mais vas-y, continue. Je trouve ça super. Et donc, il me montrait déjà tout ça et j'étais déjà connu pour connu à l'époque de mes amis comme celui qui mange tout et qui mange des trucs toxiques. En fait, je le jouais un peu là-dessus. Tous mes potes croyaient que je mangeais des plantes toxiques parce qu'on leur a dit attention, c'est toxique. Mais moi, je les mangeais. Je dis mais pourquoi tu manges des plantes toxiques? Je dis ah moi, je suis immortel. Je suis immortel, le gars. Et en vrai, je savais que ça se mangeait. Et bien vu, mais tu vois, c'est génial. Vraiment, tes parents donc t'ont donné le goût et c'est voilà. Pour ça que ça c'est bien. Ils m'ont donné le goût. J'ai toujours été dans la nature à jouer avec les potes et tout seul, avec mes amis, avec les chiens, etc. Et j'ai toujours adoré grignoter, grimper aux arbres, manger
manger ce qu'il y avait dans les arbres quand je grimpais aux arbres. Bref, j'ai toujours eu ça et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie en fait. Moi, je veux être dans la nature, avec des gens sympas, à jouer, à grignoter et puis comprendre, connaître. En fait, plus on connaît la nature, moi je suis convaincu, plus on l'aime, plus on a envie d'y passer du temps, plus on a envie de la protéger, plus on a envie de coévoluer avec elle et plus on a envie d'y passer du temps, je l'ai déjà dit. Et c'est un peu ça. Il faut l'apprivoiser, il faut qu'elle nous apprivoise. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça l'objectif du chemin de la nature, c'est de transmettre ce goût de la nature pour avoir envie de coévoluer avec. Et de sortir, de se déconnecter un peu. Ouais, ça fait du bien. Donc, le fameux églantier qui fait les fameux cynorhodons. Mais là, j'en vois pas. Parce que c'est pas de saison, mais il peut y en avoir qui restent, même en cette saison-là, même au printemps. Bon, là, c'est en fleurs. Comme vous voyez, des jolies fleurs. Des jolies roses sauvages, parce que l'églantier est un rosier sauvage. Rosa canina de son nom scientifique. Canina, ça vient de canin, chien. On l'appelle aussi le rosier des chiens. Ça pourrait venir du fait que les aiguilles ressemblent un peu à des canines. Ah, ouais. Voilà pour les roses. Ouais. Regardez, là elle est magnifique. Au centre, c'est les petites étamines, les organes mâles. Quand ils sont bien jaune-orangé comme ça, c'est que la fleur est au bon stade de maturité pour la récolter, si on veut la récolter, pour faire par exemple des sirops qui auront un goût de rose. On peut faire des sirops, on peut les faire cristalliser, on peut les mélanger avec d'autres plantes, on peut mettre ça dans une salade de fruits. Waouh, parfum délicieux de rose, il faut que tu sentes. Alors là, c'est en direct. Là. Ah, grave. Là. Ça sent super bon. Ça va aussi? Ouais, elles sont super bon. Donc notez, regardez par exemple, là, les petites étamines au centre. Je vais les mettre côte à côte, peut-être que ça sera mieux. Ouais, il y en a des noirs et des jaunes. Là, les petites étamines, elles sont marron, c'est-à-dire qu'elles sont passées. Là, elles sont jaune-orangé, elles sont à maturité, c'est parfait. Donc si on récolte à ce stade-là, pas à celui-là. D'accord. Il y aura plus de parfum. Génial. Excellent. Et par exemple, je crois que au même poids, les fruits de cynorhodon, de l'églantier, ont plus de vitamines qu'une orange, par exemple. De vitamine C, ouais. Il y a beaucoup de vitamine C en effet dans les cynorhodons. La vitamine C étant fragile à la température, pour bénéficier du maximum de la vitamine C, il faut manger cru. Donc ce qu'on peut faire, c'est manger sur place, ou alors juste mixer. Moi, j'aime bien mixer à cru, par exemple avec des pommes ou de la compote de pommes, et ensuite passer ça à la passoire fine. Trop fin. Petit dessert. On peut ajouter des noisettes, des amandes, par exemple, c'est trop bon. Et c'est là qu'on bénéficiera vraiment du maximum de la vitamine C. Mais il n'y a pas que de la vitamine C, il y a aussi des antioxydants, il y a aussi de la provitamine A. Voilà, pas mal de petites choses. Et puis donc ça, c'est aussi utilisé comme l'eau de rose finalement, pour faire une petite lotion beauté. J'avais jamais senti ça. Voilà, c'est raffermissant de la peau. J'aurais dû le faire pour ma peau ici, pour vieillir moins vite. Mais comme vous voyez, je passe mes journées dehors, donc forcément, ça s'oxyde. Et puis voilà. Oui, ce qui est très sympa à faire si vous avez un compagnon ou une compagne, c'est de couper comme ça un petit rameau qui va avoir des boutons. Ça, c'est le bouton floral, c'est avant que la fleur ne s'ouvre. Vous mettez ce petit rameau dans un vase et chaque jour, vous allez avoir, ou régulièrement, vous allez avoir des petites fleurs qui vont éclore chez vous. Et donc, vous mettez une petite carte avec en disant « Chaque fleur qui s'ouvre est signe de mon amour pour toi. » Je ne sais pas si c'est le printemps, mais entre tout à l'heure, tout ce qui est roux et beau et autant d'amour, je te sens le printemps. Super. Et alors, tiens, est-ce que dans la tige, il y a quelque chose à consommer, à gratter? Est-ce que tu es allé jusque-là? C'est mignon. Alors, rien n'est toxique. Tous les rosiers, d'ailleurs, se consomment et ont des usages. Par contre, les rameaux, non. C'est pas toxique, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'usage. C'est pas utilisé traditionnellement. Ce qu'on utilise traditionnellement sont les fleurs et les cynorhodons, donc le faux fruit, parce que c'est à l'intérieur, les petites graines, entre guillemets, sont en fait des fruits secs. Et c'est autour de ces petits fruits secs qu'il y aura le poil à gratter. On l'appelle aussi poil à gratter ou gratte-cul. Et donc, sur place, on peut appuyer comme ça et sortir la pulpe, mais il faut faire attention à ne pas faire sortir les fruits secs parce que c'est dur, c'est coriace. Mais notez quand même que malgré le fait que ce soit dur et coriace,
donc sur place comme ça, à mâchouiller c'est désagréable. À l'intérieur, il y a des huiles, les mêmes types d'huiles avec la même composition que l'huile de rose musquée du Chili, qui est très connue surtout des femmes parce que c'est une huile de beauté, une huile qu'on utilise en externe sur la peau, mais qu'on peut aussi, elle est tellement chère qu'on ne la mange pas. Et ben c'est la même composition dans Rosa Canina. Donc il y a des crèmes de beauté, des huiles de beauté qui sont aussi faites à partir des petits fruits secs de l'églantier. Donc nous, on ne va pas forcément avoir la technique pour extraire l'huile et en faire une huile. Par contre, lorsque je fais ma mixture, là, par exemple mélangée avec la compote de pommes ou la pomme et un petit peu d'amande, etc., et ben je mets tout. Je mets l'entièreté du cynorhodon, je mixe, j'ai un blender un peu puissant, ce qui fait que, assez puissant, ce qui fait que chaque fruit sec va être broyé et donc l'huile à l'intérieur est libérée. Ensuite, moi je passe ça à la passoire fine et donc je récupère la vitamine C, les antioxydants, la provitamine A, mais aussi tous les lipides qu'il y a dans ces petits fruits secs. Et pour préparer des choses. Et donc ça c'est calorique. Hein. Ouais, mais justement, ça apporte de la bonne calorie. Non, ça prend le temps du blender, le temps de mixer. Donc il suffit juste de mixer. Et donc ça prend pas de temps du tout. Tu mixes. Et ça fait quoi comme texture une fois que c'est mixé alors? Ça fait la texture d'une compote. Ah, carrément. Ah, tu peux mettre directement sur des tartines et tout. Ouais, ou manger à la petite cuillère. Moi j'adore manger ça à la petite cuillère. Et pas besoin de rajouter de sucre? Non, pas besoin parce que c'est sucré. Hein. La pomme c'est sucré, le cynorhodon c'est très sucré. Donc pas besoin. Et ça se consomme plutôt quand il y a eu les premières gelées, non Alors, on entend dire qu'il faut attendre les premières gelées. C'est pas tant une question de gelée, parce que par exemple en région parisienne, il n'a pas gelé ces dernières années, hein, quasiment pas. C'est plutôt une question de goût. Est-ce qu'on préfère quand ils sont mous, et ils peuvent devenir mous sans les geler, encore une fois, ou est-ce qu'on préfère quand ils sont durs? Ce qui est important, c'est qu'ils soient rouges. Quand ils sont oranges, c'est qu'ils ne sont pas encore à maturité. Dès qu'ils sont rouges, ils sont à maturité. Mais voilà, c'est vrai que le goût n'est pas le même lorsqu'ils sont durs et lorsqu'ils sont mous. Moi, je préfère quand ils sont mous. Mais dur, c'est très bon aussi. Hein. C'est juste que c'est un peu plus acidulé. Donc moi, je les mange dans les deux cas. Putain, mais t'es un livre ouvert comme la nature. T'es un livre ouvert, je trouve. C'est génial d'avoir... Alors, ce qui est bien, c'est que quand on prend tes vidéos, ça doit être un condensé de tes formations. Mais moi, ce qui m'avait fait halluciner, c'est ici, sur 1 mètre carré, même là, tu vois, on s'est juste retourné et tu dis, mais ça, on peut le manger, ça, on peut le manger. En fait, la majorité des plantes, des plantes sauvages ont des usages, ou en tout cas ne sont pas toxiques. Mais bon, j'ai dit ça veut dire qu'il faut quand même se rappeler de la règle numéro 1, qui est d'être sûr de soi avant d'identifier, mais quand même, ça fait plaisir de le savoir et ça te motive pour apprendre à les identifier. Quoi. Parce que aussi, ce que je voulais dire, c'est que la majorité des plantes sauvages comestibles et ou médicinales sont des plantes très communes et abondantes. Et ça, c'est un point positif parce que on n'a pas trop de risques globalement d'exterminer une espèce en l'accueillant un petit peu. Bien sûr, si on se mettait tous à cueillir les plantes sauvages, ça n'irait pas. Heureusement, ce n'est pas le cas. Et qu'il faut se renseigner sur chaque endroit, est-ce que la plante est protégée, est-ce que dans ce lieu précis, parce que l'ail des ours, comme je disais, il est extrêmement abondant, envahissant par endroits, et dans d'autres endroits, il est tellement cueilli dans un petit espace par tout le monde qu'il commence à être de moins en moins important dans une région et donc un peu protégé. Donc ça dépend un peu des régions, il faut se renseigner. Il y a des plantes, les plantes en général qui sont les plus menacées sont des plantes qui sont cueillies et vendues notamment dans les pharmacies. Je pense à l'arnica, ça c'est une plante qui a été tellement cueillie, parce que l'arnica, tout le monde en parle. Hein. Tout le monde connaît, la plupart des gens utilisent soit des huiles, soit en homéopathie ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est pour ça que cette plante elle est devenue vraiment protégée par endroits. Pareil pour la gentiane, voilà, on aime bien se faire une petite gentiane. Et le problème avec la gentiane, c'est qu'on récupère les parties souterraines. Les rhizomes. Ouais, c'est ça, et qu'il faut une vingtaine d'années entre la graine finalement et la récolte du rhizome. Donc le temps que ça se renouvelle, c'est pour ça que pareil, la gentiane elle est quand même protégée par endroits. Si on se mettait tous à en récupérer. Mais tout ça pour revenir au fait que la plupart des plantes sauvages comestibles intéressantes, comestibles et médicinales ou médicinales intéressantes pour nous, sont extrêmement communes et que finalement on n'en viendra jamais à bout et tant mieux. Tant mieux, mais la nature est bien Et on faite. peut partager, il y en a assez pour nous, les insectes, les animaux. La nature est bien Tout faite. en respectant quand même, encore une fois, de ne pas tout prendre, il ne faut pas trop que ça se voit quand on cueille. Voilà, je dis souvent une dizaine de pourcents, il y en a qui disent un tiers des plantes qu'il y a dans une zone. Je trouve que 10% c'est pas mal. On prend que la partie dont on a besoin.
Si on veut les fleurs, on prend que les fleurs. Si on veut les feuilles, on prend une feuille par-ci par-là, comme ça la plante elle continue son cycle jusqu'à faire des graines. On l'empêche pas de faire des graines en gros. Si on veut les feuilles, on va pas prendre la plante entière et ensuite prendre les feuilles et puis jeter le reste. On prend les feuilles sur la plante, mais pas forcément toutes. Comme ça, elle continue à faire ses fruits et ses graines. Elle continue son cycle. Et puis si on veut les racines, là par contre, on est obligé de tout prendre. Je profite, je t'ai en face. J'ai un jour présenté de la consoude. Moi, je la consomme jeune et fraîche en petite quantité et j'ai reçu des messages. Mais t'es un taré de montrer ça. On peut avoir des problèmes au rein. C'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que mon avis, c'est que je vais t'en parler en te la montrant en plus. Tu sais quoi? Allez. Bon, Christophe, la question, si je ne me trompe pas, c'était la consoude. On m'avait dit que j'étais un danger de dire que je consomme en salade. Et je voulais avoir ton avis et aussi que tu nous parles au maximum de cette plante, s'il te plaît. Ça marche. Déjà, vous avez vu un peu l'abondance de plantes sauvages ici. Wow. C'est hyper productif les plantes sauvages. Hein. Alors, la consoude. La consoude, ici, on l'appelle la consoude officinale parce qu'il y a plusieurs espèces de consoude. Il reste quelques fleurs et sinon le reste, c'est des futurs fruits qui vont être des petits fruits secs. La consoude, on parle d'inflorescence scorpioïde. C'est un peu comme une queue de scorpion. Ouais. Voilà, donc les fleurs soudées, en inflorescence scorpioïde. Et alors, tu regardez juste voilà, ça c'est la consoude officinale. Regardez, voilà, regardez aussi, en plus de ce qu'on vient de voir sur les feuilles, ça, on parle d'une tige ailée ou alors de feuilles décurrentes. En gros, la feuille vient habiller légèrement la tige jusqu'à la feuille d'en dessous. Ouais. Un peu comme des petites ailes. Et ça, c'est l'officinal. Ça, c'est l'officinal, ouais. Et les feuilles, mais ça, c'est un peu toutes les consoudes, je crois, hein, s'accrochent. S'accrochent et ça fait un magnifique badge pour être le plus stylé. Tu rentres en soirée avec ça? Ouais, grave. On te reconnaît direct. Et alors, pourquoi ça fait peur aux gens alors cette... Et oui, et donc, c'est une plante qui a été utilisée et qui est encore utilisée à la fois pour ses racines et ses feuilles. C'est vrai qu'elle a beaucoup été mangée et qu'on la mange encore, mais on a découvert quand même, dans les années 80, qu'il y avait dedans des alcaloïdes pyrrolizidiniques, qui sont des alcaloïdes avec une toxicité. Oui, des alcaloïdes pyrrolizidiniques, donc qui ont une toxicité pour le foie. Donc une toxicité à la fois si on en mange de grosses quantités sur des temps courts, hein, en une fois ou dans un temps rapproché, des grosses quantités, là on peut vraiment obturer la veine hépatique. Et donc si la veine hépatique est obturée, et ben le foie n'est plus alimenté et donc ça peut carrément créer des gros problèmes au niveau du foie, quoi, nécrose et compagnie. Est-ce qu'une salade, tu fais une salade, tu manges 500 Une grammes? salade, une petite quantité dans une salade, ou une petite quantité de façon générale, que ce soit salade ou on les fait aussi comme des sols, on appelle la sole végétale parce qu'il y a un petit goût iodé, ou on en fait parfois des pestos avec un petit goût de concombre, et comme pour le tilleul, il y a des mucilages dedans, donc il y a ce côté un peu gluant, gelé, enfin c'est un peu comme une gelée. Si c'est occasionnel en petite quantité, ça va. C'est pas forcément à recommander, il y en a qui ne le recommandent pas, mais ça va, au moins il n'y a pas de gros risques pour la santé. Par contre, donc on a parlé des grosses quantités en une fois, mais il y a aussi un risque si on consomme régulièrement des petites quantités. Et là, c'est un risque de cancer du foie. Ah, carrément. Ouais. Donc un petit peu dans une salade, tous les jours ou tous les 2 jours dans ta vie, ou un petit peu dans tes soupes très régulièrement, là tu prends un risque aussi également de santé. Donc c'est pas recommandé de façon régulière, ni de façon régulière, ni en grosse quantité. Donc petite quantité, occasionnellement pourquoi pas, mais bon, pas obligé. Enfin, sinon c'est utilisé en médicinal. Et là, ça va, en externe uniquement. Et c'est utilisé pour aider à cicatriser, hein, qu'on soude, elle soude. Donc pour aider à cicatriser au niveau de la peau, au niveau des tissus, au niveau de tout type de tissu. Ça va aussi être une plante intéressante pour les hématomes, pour l'eczéma. Voilà. Pareil, tu prends la feuille et tu la... La partie la plus efficace, la plus concentrée en molécules actives, ce sont les racines. Grosses racines, ça fait des rhizomes aussi, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est un peu envahissante. Les gros rhizomes noirs, c'est plutôt cette partie-là qu'on va utiliser. Soit on en fait une alcoolature, donc on coupe des petits morceaux qu'on va faire macérer dans par exemple de la vodka ou un alcool de fruits ou de votre voisin qui distille. On fait macérer
1 pour 2, c'est-à-dire 100 g de racines fraîches, 200 g d'un alcool autour de 40 degrés. On laisse macérer pendant 3 semaines en remuant régulièrement, on filtre et cette alcoolature, on va pouvoir la diluer. On met à peu près 10%, 15%, ça dépend. C'est bon ça. Voilà, et puis le reste d'eau, et puis on l'applique. On l'applique comme une lotion. On va pouvoir faire des macérats huileux aussi, donc faire macérer dans de l'huile. On va pouvoir faire des cataplasmes, une sorte de pâte finalement qu'on va appliquer. Et on peut utiliser les feuilles également pour ces mêmes usages. C'est juste qu'il faut noter que c'est un peu moins efficace que les parties souterraines. Et vu que c'est une plante très abondante qui prolifère vite, dont on a souvent envie de limiter un peu la prolifération, il ne faut pas hésiter à prendre les parties souterraines. D'autant plus qu'il suffit de laisser un petit morceau de rhizome de la plante et ça repart. Partout. Alors moi je m'en sers en couvert végétal, c'est fantastique. Il fait très chaud chez moi et ça tient même si elle s'écrase. Et souvent quand on a des arbres fruitiers, on aime bien les mettre au pied des arbres fruitiers pour aider, parce que c'est de la potasse, si je dis pas de bêtises, dedans, qui aide à la fructification. Donc tu mets 100% feuilles de console ou tu mélanges avec de la paille? Je mets un peu de tout. Par exemple là j'ai ça et j'ai de la mélisse à côté, parce que la mélisse ça te fait aussi des gros buissons. Et c'est surtout pour pas que le soleil il tape sur le sol. Donc plus ça monte, tu vois, là quand je vois un couvert comme ça, c'est un truc fantastique ça. Le soleil il n'arrive pas en bas. Ça garde bien l'humidité, ouais. Ouais. Notez quand même qu'il y en a qui confondent parfois la consoude avec la digitale, qui elle est une plante mortelle, parmi les 50 environ. Hein. La digitale, si vous faites ça, ça s'accroche pas. C'est doux. Là on est sur des poils un peu rêches. On entend, hein, c'est comme une jeune barbe de 2 jours. La digitale ne s'accroche pas. La digitale n'aura pas les feuilles qui vont sur la tige. Hein. On parle de feuilles décurrentes. Et c'est déjà pas mal. C'est vraiment déjà pas mal. Mais enfin, tu nous as un petit peu éclairé sur ce truc où il y avait 2 équipes qui disaient « Mais non, la consoude, j'aime bien de temps en temps et n'y touchez pas. » Merci beaucoup. Tu sais ce qu'on va faire? C'est tellement grand, Christophe. On pourrait faire, tu m'as dit 1000 hectares, on pourrait les faire. Est-ce qu'on peut se focaliser un peu sur les arbres? Allez. Bon, pas derrière parce que celui-là on le voit pas souvent apparemment, tu me dis. Non, celui-là il est planté. Ben oui, on va voir un autre arbre, allez. Allez, un autre arbre. Mais pour montrer aussi aux gens qu'on peut trouver rapidement. Là, bah juste là. Ah voilà, érable, si je dis pas. Ah non, ouais. Platane. Un érable. Un érable très commun qu'on appelle l'érable plane. Érable plane, Acer platanoides de son petit nom scientifique, qui s'identifie facilement. Bon, ça c'est une feuille d'érable classique, lobée. On dit même palmatylobée. Palmatylobée, ça vient du fait que les nervures sont palmées. Elles partent du même point, comme un peu les doigts d'une main. Et lobée, c'est ça. C'est 1 lobe, 2 lobes, 3 lobes. Palmatylobée. Et vous voyez que c'est très pointu, effilé. Ça, c'est typique de cette espèce, l'érable plane, dont on peut manger les feuilles, mais là, elles sont déjà pour moi trop avancées. À ce stade-là, je ne les mange plus personnellement parce que je les trouve un peu trop coriaces. Je les mange vraiment jeunes au printemps. C'est doux, un peu comme une laitue, quoi. C'est doux, c'est joli, c'est agréable. On peut manger ces fleurs aussi, qui sont sucrées, qui rappellent un peu les fleurs de tilleul. On a le côté un peu nectar, un peu floral, sympa. Et voilà, en termes d'usage, les seuls connus, à ma connaissance en tout cas. Est-ce qu'ici, il y a de l'érable à sucre, par exemple? Non, l'érable à sucre du Canada, ouais, c'est au Canada vraiment. Ah, même dans les arboretums, je ne l'ai pas vu, il ne doit pas aimer nos climats. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que du côté de Besançon, mais bon, c'est peut-être une... C'est possible, en tout cas en région parisienne, je ne crois pas en avoir vu. Peut-être qu'il aime le froid, justement Canada ouais, et tout. C'est ça. Donc l'érable à sucre, hein, c'est un peu comme la sève de bouleau. On utilise la sève de cet érable à sucre qui contient environ 4% de sucre et on va faire évaporer la partie haut pour concentrer le sucre, pour avoir environ 70% de sucre et que ça puisse se conserver. Pour faire c'est le sirop après. Le sirop d'érable. Tout simplement. Et on peut faire la même chose avec le bouleau, sauf que dans la sève de bouleau, il y a 1% de sucre. Et c'est des sucres plus fragiles à la chaleur, donc vers la fin, quand on fait évaporer l'eau, hein, quand on arrive vers la fin, vers cette fameuse 70% de concentration de sucre, il va falloir vraiment surveiller, être à feu doux, être bien présent, sinon ça crame. Et ouais. J'en ai cramé malheureusement. Énorme. Et tiens, et regarde, c'est juste derrière, j'en profite.
Tu peux nous parler je sais que tu en as déjà parlé, si je dis pas de bêtises, du lierre, et nous dire si c'est plutôt un hôte, un compagnon ou un parasite, d'après toi. Alors, donc là, c'est ce qu'on appelle le lierre grimpant. Grimpant parce qu'il grimpe, hein. C'est une sorte de liane arborescente qui va s'accrocher à des supports. Là, vous voyez, ça peut faire des troncs. Hein. Je t'accompagne dans la jungle. La jungle de Vincennes, je pensais pas autant. Là, vous voyez, ça peut faire quand même des troncs assez massifs. Hein. Ça peut être encore 5 fois plus gros que ça. Il y a des lierres en Italie qui ont 400 ans. Donc, en région parisienne, en France, on est plutôt autour de 100 ans. Voilà, c'est déjà énorme. Et donc, ils s'accrochent à ces supports. Ça peut être un arbre, mais ça peut être moi, si je restais planté là 6 mois. Ça peut être un mur, ça peut être... peu importe. Il s'accroche, il a besoin de grimper finalement pour avoir suffisamment de lumière, faire des fleurs, des fruits. Et voilà, donc vu qu'il s'accroche déjà, on ne peut pas dire que c'est une plante parasite dans le sens où il ne va pas mettre ses racines à l'intérieur et se nourrir de la sève de l'arbre. Parce qu'il peut monter encore une fois sur un mur ou sur n'importe quoi. C'est des racines crampons, on dit. Donc il n'est pas parasite. Ensuite, il y a des études qui ont été menées. Hein. Dans un écosystème bois, écosystème forêt, il ne serait pas néfaste, il est même favorable à la croissance des arbres, il protégerait aussi les arbres de certaines maladies, de certaines intempéries, il accueille la biodiversité, il accueille pour faire des abris, oiseaux, petits mammifères, il donne à manger aux insectes avec une floraison tardive, ce qui est très intéressant, il va y avoir des fleurs vers le mois de novembre, ce qui est une des rares fleurs en cette saison pour les insectes, les abeilles notamment. Et il va donner des fruits juste après la floraison, hein, comme toutes les plantes. Donc ça peut donner aussi à manger aux oiseaux. En général, c'est en dernier recours qu'ils mangent des fruits de lierre. Mais bon, l'avantage, c'est quand même qu'ils sont là. Et par contre, donc ils protégeraient quand même aussi les écorces des intempéries. Donc c'est-à-dire quand il y a de la pluie sur une écorce et que il gèle par exemple juste après, ça peut exploser l'écorce, ça va être mauvais pour l'arbre. Donc là, ça protège de ça également. Par contre, quand même, il faut savoir que parfois, il recouvre vraiment, vu il peut vivre longtemps et qu'il est quand même, il a la pêche, hein, il peut recouvrir certains petits arbres. Et s'il y a une tempête, ça fait une prise au vent plus importante, hein, avec toutes les feuilles de lierre, et ça peut donc déraciner l'arbre ou casser des branches. S'il y a des branches cassées, les maladies peuvent entrer plus facilement. Pareil, s'il neige, ça fait une surface d'accueil de la neige plus importante, donc plus de poids, ça peut casser des branches. C'est plutôt ça pour moi ce qui peut être néfaste pour les arbres. Et puis parfois quand même ça recouvre tellement que ça aussi empêche l'arbre de faire de la photosynthèse suffisamment, donc ça le fragilise avec le temps. Mais dans un écosystème, qu'il y ait des arbres fragilisés par le lierre et que ces arbres meurent un peu plus tôt que s'ils n'avaient pas eu de lierre, c'est pas grave. En plus le lierre, lui, il va rester sur l'arbre mort. Et il va toujours accueillir un écosystème de biodiversité, donc ça reste intéressant pour l'écosystème. Bien sûr, c'est notre affaire si ça monte sur votre fruitier préféré. Quoi. Ouais, ça j'imagine. Sinon, on en fait des choses hein, avec le lierre. Si je dis pas de bêtises à cause de la alors, ce qui est... Oh, il a déjà été touché celui-là. Ah, dis donc, il se tient pas des masses celui-là. Alors, on utilise les feuilles. On peut les consommer, on ne va pas les manger par contre, on va en faire notamment des sirops. Donc pour tout ce qui est usage médicinaux, on utilise les feuilles séchées. C'est important à retenir parce que fraîches, elles peuvent créer des allergies au niveau cutané, avoir une petite toxicité de contact. Donc on fait sécher les feuilles, dans ces cas il n'y a plus de problème, et on en fait des sirops ou on en fait des lotions qui vont être toniques circulatoires. Donc une lotion, par exemple une infusion qu'on va appliquer sur les jambes pour tonifier la circulation sanguine. Et les sirops, on va les utiliser pour les problèmes de toux. Sirop pour la toux au lierre est très connu, on en trouve même en pharmacie. Ensuite, ce qui est très connu aussi, c'est qu'on en fait une sorte de lessive. Parce que, comme tu disais, il y a des saponines dedans. Donc pour ça, en général, on fait bouillir un peu les feuilles. Là, on met des feuilles dans une casserole, on recouvre d'eau, on met un peu ça d'eau au-dessus des feuilles, on fait bouillir une demi-heure, 1 heure, à couvert. On laisse infuser toute la nuit, on filtre, et c'est prêt. Et est-ce que tu as une technique, par hasard, on ne sait jamais, parce que moi, au bout de quelques jours, ça pourrit.
Est-ce que tu as une technique pour conserver le naturel? Est-ce qu'on t'a déjà posé cette question On m'a déjà posé cette question et il faut noter qu'il faut à refaire. Hein. Ouais. C'est pas quelque chose qui se conserve indéfiniment. Et il faut mettre ça dans une bouteille, dans l'idéal stérilisée, dans des bouteilles stérilisées, fermées au frigo. Enfin, on remplit chaud, hein, avec l'infusion chaude. On ferme, on laisse refroidir, ensuite on met au frigo. Et à partir du moment où on l'ouvre, il faut la consommer rapidement. D'accord. Et là, ça se conservera sans l'avoir ouvert plus longtemps. Une fois qu'on l'a ouvert, par contre, il faut la consommer vite. Sinon, en effet, il se développe des micro-organismes dedans. C'est normal. Ça, c'est Tu sais, on est tellement habitué aux conservateurs et tout maintenant que voilà, c'était une question. C'est très citadin. Alors, comme question. je l'ai jamais fait, mais j'ai entendu une dame qui m'a dit, moi, je fais pas comme ça. Je fais sécher les feuilles, je les mets, je les effrite, je les mets dans un petit sachet en tissu, directement dans ma machine, à laver avec les vêtements. Je l'ai jamais essayé, mais si ça marche, c'est encore plus simple. Hein. C'est-à-dire qu'on fait sécher les feuilles, on a une bonne réserve chez soi, et dès qu'on a besoin de faire une machine, on met les feuilles dans notre petit sachet, dans la machine en même temps, et ça extrait les molécules de saponine. Justement, quand on sèche, ça les conserve, tu Oui. penses? Ah oui, ça les conserve. Bien. Pas de problème. T'as vu tout ça? Punaise. Trop fort. Mais j'ai jamais essayé cette technique, à tester. Et alors, moi, je ne savais pas, tu me l'as dit tout à l'heure, vous êtes quand même plusieurs dans le chemin de la nature. C'est parce qu'on voit toi, tu es le porte-parole, si on peut dire. Oui, on est une équipe. Hein, depuis les formations en ligne, hein, surtout, parce qu'on a des formations en ligne très complètes, vraiment très poussées, sourcées. Je mettrai le lien en description, en bas. Sérieuses, avec des vidéos, voilà, avec un gros travail derrière. Aussi des activités, et puis des forums où on répond aux questions des gens, aussi sur les photos d'identification. Donc en effet, tout ça, créer ces formations en ligne, ces contenus, plus modérer, répondre aux questions, ça demandait qu'il y ait une équipe, plus tout le contenu qu'on crée en accès libre sur Internet. Et puis voilà, les animations aussi qu'on fait sur le terrain toute l'année. Hein. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on est dehors avec le sourire, il y a des choses à voir. Ouais. Et ouais, même sous la pluie, les gens y suivent. Même sous la pluie. Bravo. Christophe, encore un nouvel arbre. Oui, un nouvel arbre, un frêne, hyper facile à identifier le frêne, grâce à ces bourgeons noirs, mais un noir intense, un noir vraiment très noir. Alors attends, yes. Vous voyez, on a des bourgeons noirs toute l'année. Attends, excuse-moi, yes. Toute l'année, on peut trouver des bourgeons noirs, donc grâce à ça, on est sûr que c'est un frêne. Mais en plus de ça, vous avez des feuilles composées de plusieurs folioles. Voilà, des folioles, hein, ça c'est une foliole, qui sont dentées. Et on peut utiliser ces feuilles à partir du moment où elles sont à taille adulte. Hein. Ah, un peu de miel. Encore? Ouais. D'ailleurs, hein, traditionnellement, quand les gens n'avaient pas de sucre, ils utilisaient les feuilles recouvertes de miel qu'ils mettaient dans l'eau et ça fermentait grâce au sucre. Hein, des fermentations alcooliques. Donc la freinette avait été faite. Une des recettes, hein, c'est tout simplement utiliser les feuilles recouvertes de miela, ça fermente et ça fait une petite boisson pétillante avec un petit peu d'alcool, la fameuse freinette. Aujourd'hui, généralement, on rajoute du sucre, on met en plus de la levure et puis parfois on met de la chicorée. Il y a plusieurs recettes possibles, mais en gros, on pousse un petit peu la fermentation pour que ça soit plus efficace et qu'il y ait peut-être un peu plus d'alcool aussi. Donc on peut faire en effet la freinette, donc qui est une infusion de feuilles fermentées, mais on peut faire tout simplement des infusions qui sont très sympas pour le plaisir, très agréable. Ça a un goût assez herbeux, quoi, assez chlorophylle, mais un peu floral aussi. C'est un parfum vraiment intéressant. C'est assez subtil, mais très bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, c'est aussi utilisé en médicinal. La feuille. Et c'est donc ces fameuses infusions qui sont agréables peuvent aussi être utilisées pour soigner des douleurs ostéo-articulaires ou en prévention des calculs rénaux. C'est connu pour être une plante qui va vraiment agir sur tout ce qui est douleurs articulaires, voire déformations. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui avaient vraiment de l'arthrose, de l'arthrite au niveau des articulations des mains, qui ne pouvaient plus travailler, qui ont fait une cure de 3 semaines, 3 tasses d'infusion de feuilles par jour, et hop, vous pouvez faire du piano. La nature est bien faite. Ouais. Et sinon, un truc moins connu, c'est les fruits. Là, il n'y en a pas, je ne sais pas pourquoi. Mais les petits fruits qui sont des fruits ailés, hein, des petits fruits comme ça qui pendent, quand ils sont tout jeunes au début du printemps, vraiment tout jeunes, tout tendres, on peut les manger, c'est doux, c'est agréable. Et puis, il peut y en avoir des quantités énormes.
Donc soit on les mange direct comme ça un peu dans la salade, soit on peut les mettre dans une soupe. Excuse-moi, regarde là. Hop, juste là, excuse-moi. Ah génial. Bravo. Donc là on en a quelques-uns. C'est quand même dommage, je me disais il n'y en avait pas. Mais ils sont un petit peu trop vieux là. Je vais vous dire pourquoi. Vous vous rappelez tout à l'heure, pour savoir si c'est trop fibreux ou non, on fait ça. J'arrive pas à le casser. C'est très fibreux. C'est trop tard. D'accord. Quand c'est tout jeune au printemps, à peine tu fais ça, ça se casse, donc on peut le manger. Et on peut aussi les faire dans le vinaigre. Et quand ça sera à maturité, bien sec, parce que c'est un fruit sec ailé, on appelle ça une samare. Fruit sec ailé. Ailé, c'est une sorte d'aile qui va permettre aux fruits à maturité d'être pris par le vent et donc à la graine d'être semé au loin. Parce que les arbres, ils sont différents de nous. Nous, on veut garder nos enfants avec nous pendant longtemps pour qu'ils aillent bien, prendre soin d'eux. Les arbres, ils veulent que leurs petits aillent le plus loin possible. Le plus loin possible, de jamais à leurs pieds, parce que à leurs pieds, il n'y a pas assez de lumière, il y a de la concurrence avec les racines, donc ça ne fera jamais des adultes. Parce que moi, je te coupais, tu nous disais ce qu'on pouvait. Oui, j'allais le dire. Et donc ensuite, quand ça sera sec, donc à maturité, on pourra manger la graine aussi, qui est aussi riche en lipides. Ça demande un peu de taf, bien sûr. Il faut avoir du temps, tranquille, zen. Donc quand on n'aura plus rien à manger, on ne sera pas zen, mais au moins, non, je dis pas que, je dis quand on n'aura plus, ça n'arrivera jamais. Mais si jamais un jour ça arrive, il faudra prendre le temps d'enlever les graines de tilleul, de frêne, des noisettes, les noix, et ça apportera une bonne base de calories. Je me dis, on parle de choses zen, et je me dis entre aller se battre pour ce qui reste avec des tickets de rationnement et aller dans la nature et se nourrir, moi mon choix il est vite fait. Bah, c'est quand même plus sympa, ouais. C'est bien plus l'idéal c'est d'avoir les deux. Ah bah, le rationnement, sans se battre, plus en complément de ce qu'il y a dans la nature, quoi. Et ouais. Mais sachant que, mine de rien, avec tout ce que tu nous dis, et ça je suis persuadé, j'ai pas vu la vidéo avec Björn, il a dû te demander si on pouvait survivre en forêt ou quelque chose comme ça, le connaissant. C'est possible qu'il m'ait demandé, ouais, c'est vrai. Et j'ai dit qu'avec une connaissance, et je dis en règle générale, que pour consommer que des plantes sauvages, déjà c'est rare les gens qui l'ont fait, donc on ne peut pas vraiment l'affirmer. Et puis pendant combien de temps est-ce qu'on tiendrait, est-ce qu'on va bien tolérer tout ça? Mais quand même globalement, c'est pas pour rien qu'il y a des forêts entières de châtaigniers qui ont été plantées, c'était justement pour prévenir ça, pour prévenir des famines. Donc en région parisienne, on a beaucoup de forêts avec énormément de châtaigniers, ça a été planté pour ça. Pour le bois aussi, non? Le bois de châtaignier est très intéressant. C'est possible aussi, mais en partie pour ça. Et donc il faut en gros une base de calories, une base comme on utilise le blé comme base, ou le maïs dans d'autres pays, etc. Mais il nous faut une base, donc ça peut être les châtaignes, on peut aussi consommer des glands, mais il faut savoir qu'il faut enlever les tanins pour en consommer des grosses quantités, parce que voilà, ça fait partie des molécules, les tanins qui consommés en grande quantité vont avoir un effet néfaste pour la santé. À ce point-là. Ouais. On peut, en petite quantité, il n'y a pas de problème, d'ailleurs on utilise les tanins en phytothérapie pour la circulation sanguine, pour soigner des maux de gorge, des petits bobos, pour aider à cicatriser, désinfecter. Donc des plantes qui contiennent des tanins vont être intéressantes pour ça. Par contre, en trop grande quantité, ça peut être mauvais. Là, tu parles si vraiment quelqu'un a un régime alimentaire, c'est que de la farine de gland, par exemple. Là, c'est pas bon. Ah bah, si les tanins n'ont pas été enlevés, c'est clair. C'est clair que c'est toxique. S'il en mange beaucoup, c'est toxique. Donc il y a les glands, on a dit les châtaignes. Après, il y a tous les fruits, des fruits qui peuvent contenir aussi dans leurs graines, par exemple, un peu de calories. Mais en plus de ça, il y a du sucre, tous les petits fruits sauvages. Et puis il y a des graines. Il y a des graines comme des graines oléagineuses qui contiennent des lipides. Donc les noisettes, les noix, celles qu'on a vues, le tilleul, le frêne, les petits fruits secs à l'intérieur des cynorrhodons, des amandes. Voilà, ça c'est entre le féculent, on va dire, avec châtaigne, gland, les graines pour la partie lipide. Là, on a déjà une bonne base côté calories. Il y a aussi quelques racines qui vont apporter on va dire les glucides. Et après, tout le reste, toutes les parties vertes, on va dire, ou les fleurs, vont apporter aussi des micronutriments, mais aussi des protéines. Il y a beaucoup de protéines, quand on pense protéines, on pense produits animaux. Mais en fait, il y a beaucoup de protéines dans les plantes, dans le végétal. Et elles sont notamment l'ortie, c'est connu. Si on a une à retenir pour les nutriments, les micronutriments, mais aussi les protéines, c'est l'ortie.
Je sais que tu la mets souvent en avant, Ouais. l'ortie. C'est important de noter quand même que l'ortie, bon, elle est abondante, elle est très coriace, c'est-à-dire qu'elle résiste à tout presque. On peut la tondre, ça repousse je ne sais pas combien de fois, parce que c'est une plante vivace, c'est une plante qui vit plusieurs années. Comment on fait pour en avoir? Moi, j'en ai pas sur mon terrain. Bah, il faut un sol riche. Il faut un sol riche, et puis si on n'a pas, il faut l'introduire. Donc tu récupères les rhizomes, les parties souterraines de l'ortie, tu les mets dans un endroit, un sol riche, plutôt frais, pas trop plein soleil dans l'idéal. Et là, normalement, ça va être bon. Je note. Et oui, donc l'ortie, jusqu'à 40% de protéines de son poids sec au printemps. C'est énorme. C'est énorme, c'est-à-dire que tu fais sécher de l'ortie, tu as 100 grammes là d'ortie séchée. Sur ces 100 grammes, 40%, 40 grammes, c'est de la protéine équilibrée avec les 8 acides aminés essentiels, donc des protéines de même qualité que les produits animaux. Sans compter tous les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, il y a toutes les vitamines dedans, vitamine C, provitamine A, vitamine E, vitamine B. En fait, il y a vraiment tout. Les artères bouchées et les maladies en moins par rapport à ce qu'on consommerait sur... Ah ouais, non, c'est vraiment bien. Donc la cueillette, Ouais. ça fait de l'activité physique, C'est sûr. ce qui est très important pour la santé. Ça apporte des bonnes choses pour la santé, plein de nutriments. Les plantes sont en moyenne plus riches en nutriments, les plantes sauvages, que les plantes cultivées. Bon, j'ai tendance à dire aussi, par rapport à cette affirmation, mais on en mange moins de quantité. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais oui, parce que oui, on peut quand même plus facilement manger des grosses quantités de légumes cultivés parce qu'on est un peu plus habitué, parce qu'ils sont un peu moins concentrés justement que les plantes sauvages. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre, quoi. Bien vu. Je suis sûr, bon, je triche un peu parce qu'on en parlait et on disait je ne savais pas qu'il y avait autant de diversité à Vincennes. Je pensais que ça avait été les mêmes arbres plantés. Là, il y a... Attends, je me retourne parce que tu m'en parlais juste. Je te disais, c'est quoi ça? J'en avais rarement vu des aussi gros, le robinier faux acacia. Et alors, c'est apparemment invasif normalement. Ouais, c'est un peu invasif parce que ça fait aussi des sortes de rhizomes, hein, de racines traçantes. Ouais. Et de ces racines traçantes, c'est pas des rhizomes, hein, des racines traçantes, vont partir d'autres arbres. Ce qui fait que c'est un peu comme l'ortie, hein, mais version arbre. C'est pour ça que c'est un peu invasif. C'est le robinier faux acacia, à la base, il vient plutôt d'Amérique. Ok. Et maintenant, il est sauvage chez nous. Et là, comme vous voyez, il est en fleurs. Ah, yes. Et c'est la partie la plus appréciée, consommée dans cet arbre, ce sont ses fleurs. C'est un peu dans le même genre que le sureau, non? Exactement. Et là, je vous montre quand même à quoi ressemblent les feuilles. Ça, ce sont ses feuilles. Donc on a aussi des feuilles comme pour le frêne composées de plusieurs folioles, sauf que là, les folioles, elles sont ovales et non dentées. D'accord. Et ça, c'est la grappe de fleurs qui ressemble beaucoup à des grappes de fleurs de glycine, par exemple. Là, on est dans la même famille. On est dans la famille des fabacées. Pour savoir si on est dans la famille des fabacées, C'est les gousses. les gousses et les fleurs qu'on dit papillonacées, avec cette structure-là. Ah. Ce grand pétale-là, je ne sais pas si vous voyez, Attends, je vais mettre... Ouais. ce grand pétale-là s'appelle l'étendard. Sur les côtés, on a deux pétales qu'on appelle les ailes. Ouais. Et ici, là, on a deux pétales soudés qui forment comme la carène d'un bateau. On appelle ça la carène, Ah, ouais. qui navigue sur les flots. Donc si on a cette structure de fleurs, c'est qu'on est dans la famille des fabacées, dans laquelle se trouve le robinet faux acacia, la glycine, mais aussi des petites plantes comme le trèfle, la luzerne, Le genêt. le genêt. Voilà, c'est une famille, une assez grande famille finalement. Les vesses. Donc il y a beaucoup d'engrais verts dans cette famille parce que c'est une famille qui a la particularité de capter l'azote de l'air et donc quand la plante se décompose et au niveau des racines, ça va donner de l'azote dans le sol. Quand la plante se décompose. Quand la plante se décompose. C'est pas juste le fait d'en planter à côté des arbres qui va... En partie, mais principalement quand la plante se décompose. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, excusez-moi, une petite allergie. Le comble de l'animateur plante sauvage, c'est d'avoir une petite allergie au pollen. Ça sent bon ça. Waouh, incroyable. Et donc attention quand même à ne pas confondre les fleurs de robinier faux acacia avec les fleurs du cytise, qui est un arbre qui fait les mêmes grappes, sauf que les fleurs sont jaunes. Et là, c'est la mort garantie. C'est vrai. Et combien j'ai dit qu'il y avait de plantes mortelles en France métropolitaine?
350. Non, 300 c'est des plantes toxiques et parmi ces 300, il y en a une cinquantaine de mortelles. Une petite quantité nous tue rapidement. Le citis, c'est ça? Le citis en fait partie. Le citis, d'accord. Voilà, c'est un parfum incroyable. Hein. Le robinet faux acacia, c'est Ah, trop délicieux. Ah oui, ça sent bon. Il y a un peu de muguet. Je dis trop, très. On dirait du muguet dans les. Oui, ça ressemble, exact. Bon, on peut en faire des sirops. En général, les plantes parfumées, on a envie d'en... Souvent, moi, j'en fais des sirops. Mais on peut faire des beignets aussi. Et on peut même, finalement, c'est un peu moins connu, c'est juste tout simplement en mettre dans n'importe quelle sauce. On peut faire des sauces, je sais pas moi, quand je fais revenir des légumes, souvent je mets un mélange entre un peu de miel, un peu de sauce soja, un peu d'eau. Tu mettrais ça avec une sauce soja par exemple? Quand les légumes cuisent dans une sauce, dans la poêle, à ce moment-là tu mets les fleurs, donc elles vont bouillir, elles vont mijoter un petit peu avec la sauce et ça va donner le parfum à la sauce. Ça me donne faim, c'est excellent. Donc c'est une des façons de faire. Notez quand même que c'est une plante à consommer cuite. Vous pouvez en manger comme ça, 3-4 crues, en mettre quelques-unes dans une salade, en déco, dans une salade de fruits aussi. Par contre, surtout dans la partie verte, il y a une molécule toxique, légèrement toxique. Donc la partie verte des fleurs, mais aussi donc dans les feuilles qui ne se mangent pas. C'est des lignanes. Et ben voilà, c'est à cause de cette molécule qu'il ne faut pas en manger cru, de grosses quantités, juste 2-3 fleurs éventuellement, 4. Et voilà. Au-delà d'un certain nombre, attention. Et puis voilà. Et pour l'acacia, ça c'est Nono, charpentier, compagnon, qui m'a dit c'est ce bois-là qu'ils utilisent pour faire, il appelle ça le bois de fer. Donc c'est vraiment un bois en plus très important. Super solide et puis hyper résistant, imputrescible. Ouais. Je vais essayer de me rapprocher du tronc pour montrer aux gens. Ah, ça. viens, on va le prendre de l'autre côté, ça ressemble au tilleul dans l'esprit. Donc voilà l'écorce. En plus d'être crevassée, elle fait comme ça des fourches, des losanges. Ouais, elle s'entrelace un peu. Donc ça, grâce à ça, je trouve que c'est assez typique, hein. Assez facile à identifier. Et sur les rameaux, vous allez quand même souvent trouver aussi des pics, des petites épines. Voilà. Plus il est vieux, moins il y en a. Parce que les épines, c'est surtout pour qu'il ne se fasse pas brouter hein, par les herbivores. Donc c'est plutôt quand il est jeune qu'il y en a beaucoup. Et plus il vieillit, moins il y en a. Encore un arbre. Un peu moins connu celui-là. L'orme. Je te pose la question tout de suite. Dis-moi. Comment tu reconnais un orme d'un charme? Alors, la différence, c'est vrai que ça se ressemble pas mal. Déjà, regardez la disposition des feuilles sur les tiges. Elles partent vraiment sur un même plan. Tchac, tchac. Vous voyez? Tac. Il y a pas, ça part pas en 3 dimensions dans différents sens. Ça, c'est une des choses. Ensuite, regardez les feuilles. Vous voyez, on dit qu'elles sont asymétriques. Attends, je vais zoomer. Cette partie-là, le limbe, il part sur le pédoncule, pardon, le pétiole, ici, à 2 hauteurs différentes. Ok. Alors, feuilles asymétriques, les feuilles qui partent comme ça, sur un seul plan sur les rameaux. Ça pourrait éventuellement être un mycocoulier si on ne retient que ça. Voilà, les mycocouliers, on peut manger leurs feuilles aussi. D'ailleurs, l'orme, on peut manger les feuilles, je vais en parler. On peut manger les fruits du mycocoulier aussi. Ils appartiennent un peu à la même famille, donc c'est pour ça qu'ils ont ces points en commun. Pour les différencier, vous avez par exemple les restes des fruits là. Là, on est sur les fruits d'orme, donc séchés. C'est aussi des samars, hein, des fruits ailés. Et quand ils sont frais, ils sont verts, ils se mangent, ils sont sucrés, ils sont agréables. Ça se mange aussi à ce stade-là. On aura plutôt l'intérêt de la graine. Donc, mais bon, c'est un peu sécos, hein, mais voilà, la graine se mange également. Mais on va dire que moi, ce que je mange le plus, c'est ce fruit. Quand il est frais, quand il est vert, au début du printemps. Et là, c'est hyper facile de l'identifier parce qu'il va y avoir les fruits avant les feuilles. Donc il y a d'abord les fruits, donc ces petits fruits ailés verts, puis arrivent les feuilles. On peut manger donc ces petits fruits, très agréables. On peut manger les feuilles également, mais plutôt jeunes. Donc là, ça va encore, parce que voilà, c'est tendre. Mais elles vont quand même assez rapidement devenir coriaces. Coriace. Coriace, dur, un peu comme du papier, quoi. D'accord, ah ouais. Pas très tendre. Là, ça va. Là, ça va. Et ça rappelle un peu les feuilles de tilleul. Il y a des mucilages aussi dedans, donc c'est un peu bien toléré, un peu gluant, très sympa. Donc voilà, c'est un peu moins connu, mais voilà, on peut manger les fruits, les feuilles. Et
Et puis c'est déjà pas mal. Tu me parlais aussi tout à l'heure qu'on pouvait utiliser le bois. Oui, il me semble que c'est pour l'intérieur. Il me semble que j'ai vu quand on a visité avec Nono pour faire du parquet ou pour faire des marches. Par contre, j'avais une question par rapport à ça. J'ai pas dit. Ah si, j'ai dit par rapport à l'orme et le charme. Et le charme, si, Le charme, il n'y a pas la symétrie. Il n'y a pas la symétrie. Et surtout, tu le consommes comment? Parce que là, tu le manges comme ça, mais si tu devais donner un conseil culinaire, ce serait quoi? Alors là, on est sur des plantes, donc fruits et feuilles avec l'orme, sur des goûts doux, pas très puissants, pas du tout d'amertume, c'est vraiment doux et agréable. Donc j'utilise comme base. Donc soit base d'une sauce, soit base d'un pesto, soit base d'une soupe, d'un velouté. Et en général, j'ajoute d'autres choses qui, elles, vont avoir un peu plus de goût pour relever un peu le tout, parce que là, on est vraiment sur une base assez neutre. Je peux en mettre un peu dans la salade. Voilà. On peut aussi faire sécher les feuilles, comme pour le tilleul, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on peut faire sécher les feuilles et puis les réduire en poudre au besoin. On va mélanger cette poudre ensuite à des farines pour faire par exemple des sablés. Excuse-moi, tu perds pas ses propriétés Non, au séchage, on concentre au contraire les nutriments. Hein. On enlève surtout l'eau. Il y a un petit peu de vitamines qui sont détériorées, mais il en reste quand même dedans. Et donc cette poudre, on va la mélanger par exemple à des farines diverses et variées qu'on veut, pour faire des galettes, des sablés, des cakes, voilà un peu ce qu'on veut en sucré ou en salé. Ça apporte vraiment un goût? Ça va apporter, non, plutôt, si, léger, mais plutôt des nutriments. Puis une petite couleur verte pour le fun. Ouais, c'est ouais, c'est sympa. C'est sympa, ça enrichit en nutriments tout plus. C'est pas très fort en goût encore une fois. C'est assez doux et neutre. Et de manière médicinale, on lui reconnaît des choses ou? Non, c'est pas traditionnellement utilisé en médicinal, plutôt comestible. On en voit de moins en moins, ou alors je sais pas bien les reconnaître. Il a eu une maladie. Donc en effet, il y a beaucoup d'ormes qui ont disparu dans certaines régions de France. En région parisienne, il y en a quand même pas mal. Christophe, est-ce que d'après toi, il y a des périodes qui sont quand même plus simples pour aller récupérer, prélever dans la nature, ou toutes les saisons ont quand même... Il y a des choses à toutes les saisons. En tout cas, c'est vrai que s'il y a 1 mètre de neige, c'est un peu plus compliqué. Mais la saison, on va dire... Et puis chaque saison va avoir un peu ses plantes ou ses parties de plantes en dominance. Par exemple, au printemps, ce qui domine, c'est les parties vertes, les feuilles. Les jeunes pousses, les jeunes feuilles, c'est là qu'il y en a le plus. Mais il y a aussi quelques fleurs, typiques du printemps. Ensuite, l'été, il y a encore des parties vertes, mais il y a plus de fleurs par exemple. Et on commence à avoir quelques fruits. Alors que, par exemple, au printemps, les fruits n'avaient pas des masses. On commence à avoir quelques fruits en été, plus des fleurs et des feuilles. Et à l'automne, on a des nouveaux fruits, des fruits supplémentaires, toujours des parties vertes. D'ailleurs, je dis souvent que l'automne c'est un peu comme un deuxième printemps parce qu'il y a pas mal de jeunes pousses qui repartent, soit des plantes annuelles qui germent, soit des plantes vivaces comme le pissenlit qui vont faire de nouvelles feuilles, ou encore le plantain. Et on va avoir aussi des graines qui se trouvent dans les fruits, et des graines telles que les noix diverses. Et on a aussi les racines. Bon, on peut trouver certaines racines, utiliser certaines racines toute l'année. Je pense à la benoîte urbaine avec ses racines qui ont une odeur et un goût de clou de girofle. On peut en avoir toute l'année parce que c'est une plante vivace. Le pissenlit aussi, on peut en prendre toute l'année parce que c'est une plante vivace. Mais il y a des racines qui vont devoir être privilégiées, récupérées automne-hiver. Parce que tout est redescendu. Voilà, non, pas parce que tout est redescendu, parce que dès que le printemps va arriver, que la tige va commencer à sortir et que ça va arriver à être en fleurs, en fruits, en graines, et la plante, une fois en graines, va mourir. Ce qui fait qu'elle puise beaucoup dans la racine à ce moment-là. Et que quand c'est en fleurs, en fruits, en graines, la racine elle est creuse, fibreuse, et c'est trop tard pour la récupérer. Donc c'est des plantes bisannuelles, ça. Donc ces plantes bisannuelles, on récupère les racines automne-hiver. Je pense à la carotte, à la bardane. D'accord. Il y a de la carotte sauvage, si je dis pas de bêtises. C'est même toi qui... Des fois, je me dis, qui m'a parlé de ça? Mais ça doit être tes vidéos. Autre question. Tu nous as parlé un petit peu de comment tu as été vers la nature grâce à tes parents qui t'y ont souvent amené. Est-ce que tu as fait des formations après, toi, au niveau individuel? J'ai fait plusieurs formations, dont l'école du Breuil qui se trouve dans le bois de Vincennes, une école de paysage, horticulture,
avec beaucoup de botanique, de jardin, etc. Ensuite, j'ai fait aussi des écoles d'herboristerie, j'ai fait des formations en ligne, des stages, tout ce qui est aussi pratique de santé naturelle, j'ai étudié ça. Puis j'ai une bibliothèque gigantesque avec énormément d'ouvrages et donc beaucoup aussi en autodidacte avec des livres de référence. Parce que finalement, c'est dans les livres de référence qu'on trouve des informations, je trouve, les plus fiables, les plus sourcées, les plus rigoureuses. Et puis j'ai fait énormément, j'insiste là-dessus parce que j'ai passé des milliers d'heures sur le terrain avec des botanistes, avec des mycologues, donc des spécialistes de la botanique de terrain et de l'identification de champignons, on appelle ça des mycologues de terrain. Et ça voilà, c'était parfois 4 jours complets par semaine, ou 3 en tout cas en moyenne, pendant des années. Et il n'y a que ça pour vraiment être très à l'aise à identifier des plantes et des champignons un peu à tous les stades. Et puis avec les subtilités, parfois mais la même espèce elle va être variable, elle ne va pas toujours avoir le même aspect. Pour bien maîtriser ça, il n'y a pas de secret, il faut passer quand même du temps sur le terrain. Et c'est chouette, parce que c'est un apprentissage où on prend du plaisir. Parce qu'être dans la nature, à observer, à sentir, à toucher, je trouve ça vraiment agréable. Ça se voit, ça se voit. Et tu parlais justement de références, tu as fait des livres, ça je ne savais pas du tout, donc on peut citer que tu as fait des livres. Oui, le premier c'était il y a 5-6 ans, qui s'appelait Cueilleur urbain. D'accord. Il s'appelle Cueilleur urbain. Et c'est pas nommé, d'accord. Et le deuxième c'est Les bienfaits des arbres. Il est sorti il y a 3 ans je crois. D'accord. Et oui, en fait le plus simple, parce que des livres de référence, on a pas mal. Et ça dépend un peu aussi des disciplines, c'est plus botanique, c'est plus herboristerie, phytothérapie, etc. Donc on a écrit un article sur notre site internet, donc on a un site Le Chemin de la Nature et on a une partie article. Et donc si vous allez dans cette partie article, vous tapez vous tapez livre, pardon. Je mettrai lien. Ouais, vous tapez livre et vous allez tomber sur notre article avec toutes les références vraiment catégorisées. On a fait un beau travail pour la bibliographie. Tout simplement. Ok. Est-ce que tu as des maîtres à penser? Est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui, comme toi, font des balades et expliquent tout ce qu'ils voient? Alors aujourd'hui, j'avoue que je suis plus trop d'autres personnes pour apprendre. Je vais plutôt faire dans les livres et ça va plutôt être des botanistes, des mycologues avec qui je continue à apprendre beaucoup de choses d'identification sur le terrain. On va dire mes maîtres à penser, en tout cas ceux qui répondent à des questions, des interrogations que j'ai de façon incroyable, c'est les personnes du Chemin de la Nature que j'ai recrutées, qui sont des gens qui ont créé les contenus et puis répondent aux questions des gens. Et puis c'est pas des réponses comme ça, c'est des réponses toujours sourcées. Et en fait moi, ce qui me rassure chez les gens, on va dire, qui ont cette connaissance, c'est des gens qui savent d'où vient la connaissance, qui sont capables de mettre les sources d'informations et de savoir ne pas extrapoler et de savoir si la source est sérieuse, fiable ou non. Oui, tu m'en as parlé de ça. J'aimerais bien qu'on puisse le mettre en vidéo, si ça ne te gêne pas. Tu me disais quand même, attention dans ce genre avec les plantes, avec les soins, il y a à boire et à manger, tu me disais. Le truc, c'est qu'il y a forcément, c'est pas de mauvaises intentions, mais il y a une sorte de téléphone arabe. À partir du moment où on n'a pas un sens critique dans un domaine, on peut nous dire un peu tout et n'importe quoi, et puis on va le croire, on va le comprendre comme on est capable de le comprendre, et ça va nous parler peut-être, on va dire ouais, ça c'est vrai, on l'a peut-être même pas très bien compris, et derrière on va le retransmettre. Donc la personne qui on l'a retransmis va peut-être avoir la même sensation, et puis lui-même, donc forcément l'information elle a tendance à parfois se dégrader. Alors que si on transmet quelque chose et qu'on est capable ensuite de retrouver, d'où l'intérêt aussi de nos formations en ligne. Il y en a qui disent en ligne, j'aime pas trop, mais bon, c'est vivant quand même parce qu'il y a les vidéos et puis il y a, encore une fois, accès à toutes les sources. Donc l'un n'empêche pas l'autre, on peut apprendre des choses très sérieuses, vivantes grâce aux vidéos et puis aux interactions sur les forums et avoir accès à cette connaissance sourcée, sérieuse, où on peut aller vérifier, on peut aller plus en profondeur grâce aux sources et ensuite faire du terrain en parallèle. Avec d'autres personnes, seul, en prenant des photos, en postant sur nos forums ou sur d'autres groupes, ou tout simplement en alliant les deux. Et c'est comme ça qu'on apprend bien, je pense, c'est en étant sur la théorie, la pratique, puis quand on cueille et qu'on veut pratiquer, on regarde la théorie dans le détail, comme ça on fait les choses bien, on est rassuré, parce que souvent on entend des informations un peu générales ou pas assez précises, et on n'arrive pas à passer le pas de la pratique sans être pris par la main par quelqu'un qui est avec nous.
Tout simplement parce qu'on n'a pas une information assez complète. Mais si l'information est complète, il y a tout le détail, etc., bah, on peut se lancer pour mettre en pratique. On est rassuré, quoi. C'est rassuré. Dis-moi, parce que tu en as parlé tout à l'heure quand on échangeait. T'en penses quoi? Moi, je les trouve folles parce que des applications de reconnaissance, j'ai testé ça il y a 3-4 ans. C'était pas précis. Et là, j'ai retesté récemment. Ils ont eu tellement d'images et d'infos qu'avec l'analytics, je trouve ça fou. Toi, est-ce que tu t'en sers ou... C'est ça. Déjà, je trouve ça génial que ça existe. Donc les applications telles que PlantNet. Ouais. C'est pas un peu des concurrents directement pour toi ça? C'est une bonne question. Franchement, je ne sais pas. Moi, je pense que ça ne devrait pas l'être. Tout dépend à quel stade on va aller. En tout cas, si on veut cueillir les plantes en n'utilisant qu'une application, c'est dangereux. Parce que la règle numéro 1 du cueilleur, hein, je le rappelle, c'est d'être sûr de chez sûr. Et l'application elle-même n'est pas fiable à 100%. Et souvent, d'ailleurs, elle propose plusieurs options. Mais je l'ai quand même utilisé régulièrement et vu, et c'est pas toujours juste. Et parfois, il y a parmi plusieurs propositions la bonne, mais c'est pas la première. Le pourcentage, c'est pas toujours juste. C'est vrai que c'est souvent le cas, c'est souvent juste, mais il faut vraiment être sûr de chez sûr. Donc, j'aurais pas tendance à déconseiller aux gens de consommer une plante qu'ils ne connaissaient pas avant de façon certaine, juste grâce à une application. Ça, c'est dangereux. Il faut des clés d'identification, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, le deuxième problème à ça, c'est que ça ne permet pas d'avoir les bons réflexes. Tu prends la photo, tu as le nom, et puis basta. Alors que c'est ça. Et ça ne permet pas d'avoir les bons réflexes qui sont d'utiliser une flore, un bouquin. Et dans le bouquin, ça t'amène à observer. Ça t'amène à comprendre pourquoi cette espèce est cette espèce. Donc moi, dans les balades, je parle un peu de caractère d'identification, mais quand on utilise soi-même les livres, on prend le temps de faire le petit jeu d'identifier la plante, eh ben, on voit, grâce aux questions, que si c'est cette plante, c'est parce qu'elle a tel et tel caractère qu'on peut observer. Alors que la photo, tu n'as pas ces réflexes-là. Et puis, dans les livres, c'est aussi, les plantes sont classées par famille, et tu comprends aussi que, déjà, le règne végétal est vaste, qu'il y a beaucoup de plantes, qu'il y a beaucoup de familles, et que dans les familles, il y a des caractères en commun. Et donc, tu apprends déjà à identifier les familles grâce au livre. Alors, pareil, avec ta photo, tu as le nom de la plante. Ok, tu peux derrière savoir la famille, mais je trouve que ce n'est pas le chemin le plus pédagogique pour apprendre. C'est comme le calcul, on a une calculette sur le portable. Exactement. Et après on ne sait plus calculer. D'accord, je vois ce que tu veux. Exactement, très bonne analogie. Par contre, quand on a un petit doute, on a oublié un nom, je la connais celle-là, mais le nom, j'arrive pas à le retrouver. Ou alors que ça nous rappelle une autre plante, mais on se dit ça va être une espèce de la même famille proche, j'aimerais bien savoir ce que c'est. On prend la photo et là on peut se dire il y a des chances que ce soit ça, c'est agréable, parce qu'on n'a pas le livre avec nous. Donc pour ce genre d'usage, moi je trouve ça chouette. Tu trouves ça chouette? Ah mais c'est bon à savoir. Dernière question, parce que j'en aurais 50 à te poser. Dernière question, tu appelles ici ton terrain de jeu, ça me fait rire. Est-ce qu'à chaque sortie, tu découvres toujours des nouvelles plantes ou... Dans le bois de Vincennes, j'avoue que... D'ailleurs, je ne te montre pas là, mais sur mon téléphone, j'ai des dizaines et des dizaines de petits points bleus où j'ai mis des repères là où il y a beaucoup de plantes que j'aime, ou de champignons. Ça, et voilà, le bois de Vincennes, 1000 hectares, bois de Boulogne aussi, que je connais très bien. Hein. Là, je les ai tellement arpentés que je connais quasiment toutes les plantes. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que je suis en terrain conquis avec tous mes amis les plantes, les champignons. Et ce qui fait que je peux aussi animer des balades comme ça en partant à l'impro. Et si on me demande une plante, je dis tiens, elle est là. Tu sais où aller si tu veux te nourrir rapidement. Tu dis là, il me faudrait tel truc, tu y vas directement. Ouais, t'es pas en balade. Bah écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir pris un peu de temps parce que je sais que tu es quand même très demandé de ton côté. Avec plaisir. Et alors, je sais pas quand je mettrai cette vidéo, mais normalement, tu auras fait ton intervention à la Survival Expo. Oui. De ce que j'ai vu. Conférence ce dimanche là. Ça, c'est cool. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir.